sais pas si t'as vu, les chiffres ils sont sortis de la mortalité des amphibiens en France là. Ouais, j'ai aperçu, ça c'est inquiétant. Ouais, justement là-bas il y a une route où il y a une grosse mortalité d'amphibiens chaque année. Ah oui, et c'est quoi comme espèce? Bah il y a plein d'espèces différentes, mais on va voir ce qu'il y a aujourd'hui. On va en profiter pour les compter d'ailleurs. Ah bah tiens, là j'ai une salamandre. Ah ouais, ah bah je vais la noter, comme ça on transmettra. Salamandre tachetée. Tiens bah encore un crapaud. Ah c'est déjà le troisième. Ouais, troisième crapaud commun et 2 salamandres tachetées. Voilà. Ah bah tiens, il va encore en amphibien de mort ici. Ah ouais, bah c'est la grenouille agile, tu vois. D'ailleurs, faut que je te raconte une histoire sur elle. Il y a une petite mare là-bas, on va aller voir, je vais te raconter ça. Allez, allons-y. Tu vois, c'est cette mare dont je te parlais tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Et donc dans cette mare, il y a énormément de grenouilles. Et notamment de la grenouille agile, qui vient se reproduire chaque année. Mes parents se sont accouplés un soir de mars dans cette mare. C'est là que mon histoire commence. Je suis l'un de ces points noirs à l'intérieur de cette gélatine d'œuf. Cette substance qui me maintient moi, mes frères et sœurs les uns aux autres, a plusieurs rôles. D'abord, elle me permet d'être fixé à un support. Puis, elle me nourrit, me permettant de me voir pousser rapidement les premières parties de mon corps, dont une queue. Enfin, elle me protège des prédateurs et des intempéries pendant toute la durée de mon incubation. Comme toutes les grenouilles, j'appartiens à la grande famille des anoures, c'est-à-dire le groupe des amphibiens qui, comme moi, n'ont pas de queue à l'âge adulte. Je me souviens de ce premier printemps. Une fois fixé à son support, notre ponte laissait apparaître en surface l'extrémité des œufs, abritant quelques frères et sœurs. Il y a eu cette année-là une vague de froid tardive, qui a condamné à mort une partie de mes confrères, mais également des amphibiens adultes, comme par exemple les grenouilles vertes. Étant situé au plus bas de la ponte, j'ai réussi à passer cette épreuve bien au chaud, entouré dans mon enveloppe protectrice. Enfin, les beaux jours sont arrivés. L'eau s'est réchauffée, et un jour de mars, alors que je commence à m'agiter depuis un moment, mon enveloppe protectrice s'est brusquement rompue, me donnant accès à toute une immensité aquatique. Les premiers sortis, certains de mes frères et sœurs furent les proies de certains habitants de la mare. Ma queue, pas assez musclée, ne me permettait pas de me déplacer assez rapidement. Je suis alors vulnérable et j'attends, fixé à des algues, des rochers ou à d'autres œufs par une ventouse ventrale. Au tout début, mes branchies externes m'aident à respirer sous l'eau, mais très rapidement, ils se résorbent. Posté sur mon support, je découvre cet environnement inconnu dans lequel je me trouve. Dans les eaux troubles, la vie grouille. Ma première rencontre fut celle de la limnée. Les limnées, petits gastéropodes d'eau douce, possèdent un poumon. Elles doivent donc souvent remonter à la surface pour respirer. Il en existe plusieurs espèces, mais toutes se nourrissent de débris végétaux ou de biofilms. Le biofilm est une couche de matière organique présente à la surface des mares. Hermaphrodite, chaque limnée est à la fois mâle et femelle. On peut observer les petites limnées au travers de leurs œufs. J'ai enfin pris des forces, et je commence tout juste à me nourrir. Il fallait vite acquérir de l'énergie pour pouvoir me cacher et échapper aux prédateurs. Dans la mare, les prédateurs sont partout et ont des stratégies bien différentes. Le ditique est redoutable. L'adulte rejoint l'eau pour se nourrir d'invertébrés ou de petits vertébrés comme des amphibiens. Comme il ne peut pas respirer l'oxygène de l'eau, il est obligé de gagner la surface pour piéger une bulle d'air sous ses élytres et rester le plus longtemps en apnée.
La larve de libellule, elle, a choisi l'affût pour chasser. Elle peut rester très longtemps immobile et ainsi se confondre dans son milieu. Lorsqu'une proie se trouve à proximité, elle déploie son masque brusquement et la capture. Les semaines passent et je vois mon corps se métamorphoser. Mes pattes arrière, suivies de mes pattes avant, se développent. Mes chances de survie augmentent de jour en jour. Mais à côté, de nombreux frères et sœurs périssent. C'est la dure loi de la nature. Mais tous les habitants de la mare ne sont pas des prédateurs. Et j'ai même des cousins ici. Les tritons sont des amphibiens de l'ordre des urodèles. Ils gardent une queue toute leur vie. Comme tous les amphibiens, ils respirent par la peau et par leurs poumons à l'âge adulte. Ils doivent donc remonter régulièrement à la surface. Ils se nourrissent principalement de petites faunes aquatiques, ce sont des prédateurs importants dans la chaîne alimentaire des mares. Après s'être reproduits dans le milieu aquatique, ils sortent de l'eau pour passer la saison sèche sous des pierres ou des souches. J'ai maintenant bien grandi, et je m'apprête à faire comme mes cousins les tritons, sortir de l'eau pour découvrir le monde. De l'autre côté de la surface, un nouveau monde m'attend. En sortant de la mare, au début de l'été, je découvre un autre monde totalement différent qui s'offre à moi. Ce monde est fascinant, mais également rempli de dangers. Les lois de la nature s'expriment, et manger ou être mangé reste l'impitoyable règle de ce monde sauvage. Le héron cendré est un échassier de la famille des ardéidés. C'est d'ailleurs un des plus grands représentants de cette famille. Son plumage est gris et il fréquente le bord des mares, mais aussi tous les lieux proches de l'eau, jusqu'à certaines prairies. C'est un prédateur très opportuniste. Poissons, amphibiens, écrevisses et autres invertébrés font régulièrement partie de son régime alimentaire. Un autre prédateur apprécie les milieux humides, la couleuvre à collier helvétique. Elle peut manger des têtards de grenouilles ou de crapauds comme des individus adultes. De couleur variée, elle est reconnaissable grâce à son collier clair derrière la tête. Elle apprécie chasser dans les milieux aquatiques où elle nage par ondulation latérale de son corps. Lors de mes découvertes sur le bord de la mare, je rencontre d'autres espèces. Certaines, comme moi, font l'objet d'une vraie métamorphose. D'autres larves que je côtoyais au stade de têtard se transforment en insectes volants, colorés, comme les libellules. Les mares peuvent abriter une vraie diversité d'espèces de libellules. Parmi elles peuvent évoluer l'agrillon mignon, le gond gentil ou encore le sympétrum à côté strié. Les libellules, une fois sorties de l'eau, se nourrissent d'insectes volants comme les moucherons et les moustiques. Plus loin, sur le bord de la mare, je croise l'une de mes cousines, la grenouille verte. La famille des grenouilles vertes est un peu complexe, nous passerons donc ces détails. Elle est plus aquatique que la grenouille agile et elle passe une grande partie de son temps dans l'eau. J'aperçois une autre grenouille agile adulte, qui avait joué les prolongations sur le bord de la mare. Je m'éloigne peu à peu du bord de la mare et je m'engage dans une végétation très dense dans laquelle je n'aperçois plus l'horizon. Dans ce nouveau milieu, je croise beaucoup d'espèces.
Le héron garde-bœuf est souvent présent dans les champs, notamment quand les prairies sont pâturées. Il n'est pas rare de le voir suivre les vaches. Il se nourrit principalement d'insectes, mais il peut aussi manger des petits vertébrés. La buse variable est un rapace à plumage variable. Elle se nourrit principalement de micro-mammifères, mais quand la nourriture se fait plus rare, elle peut compléter son régime avec des amphibiens, des reptiles et des lombrics. C'est souvent depuis son poste d'observation qu'elle guette ses proies. Je continue mon chemin, traverse une petite route de campagne et je m'approche d'un endroit totalement différent de ce que j'avais vu jusqu'à présent. Plus d'herbe pour m'obstruer la vue, mais de grands arbres s'élançant vers le ciel. C'est une toute autre diversité d'animaux qu'on y observe. Le lézard adoré, plus connu sous le nom de lézard vert, est un reptile. Il fréquente plusieurs milieux, comme les clairières forestières, les lisières, les landes et les dunes littorales. Son régime alimentaire est principalement composé d'invertébrés, chenilles, fourmis, coléoptères et orthoptères. La salamandre est un amphibien reconnaissable grâce à ses taches jaunes et noires. Elle aussi rejoint la mare au printemps, mais pour y déposer sa progéniture, de petites larves déjà métamorphosées. On la rencontre souvent à proximité de milieux forestiers. L'écureuil roux est un mammifère qui n'est pas rare d'observer en forêt. C'est un véritable petit acrobate. Il est omnivore et opportuniste. Il peut manger entre autres des graines, des baies, des jeunes pousses, mais également des oisillons. En continuant mon chemin, j'aperçois une petite boule couverte de piquants. Il s'agit d'un jeune hérisson qui lui aussi découvre la vie de cette forêt. C'est dans ce boisement, à l'abri sous une souche, que je vais passer mon premier hiver. Ça y est, me voilà adulte. Et par une douce nuit de mars, je me mets en route pour retourner vers la mare qui m'a vu naître et perpétuer le cycle biologique de mon espèce. Je vais tourner à un endroit justement où ils ont installé un dispositif sur le bord d'une route pour éviter la mortalité des amphibiens et des crapauds en particulier. Ah oui, il y a un crapaud. Voilà. Allez, Ok, viens, d'accord. on va voir ça. Aujourd'hui, en France, 23% des amphibiens sont menacés de disparition. Au-delà de la disparition des espèces à proprement parler, les populations sont nettement fragilisées dans nos campagnes. Plusieurs facteurs sont identifiés, notamment la destruction et la fragmentation des habitats. L'homme détruit parfois des habitats et les fragmente, notamment en créant des routes. Quand cela est possible, il essaie parfois de mettre en place des solutions pour éviter, réduire ou compenser son impact. Ah donc
voilà, c'est ça un crapaud-duc. Donc c'est quoi au juste? En fait, un crapaud-duc, c'est un système qui a été mis en place pour éviter la mortalité des amphibiens sur les routes. Et celui-là en particulier, il a été mis en place pour couper le corridor écologique en fait. Ah oui, donc c'est vrai, comme le crapaud est une espèce migratrice, comme le quartier d'été et le quartier d'hiver sont vraiment à deux endroits différents, c'est vrai que les infrastructures routières peuvent causer des coupures du corridor. Et c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de mortalité. Mais alors du coup ici, il a été installé depuis quand? En fait, là comme on voit aujourd'hui, en béton comme ça, c'est depuis 2013 que le département a investi dans cette infrastructure. Et avant 2013, c'était les bénévoles de Bretagne Vivante qui venaient installer des piquets avec une bâche et des seaux. Les amphibiens tombaient dans les seaux et les bénévoles les faisaient traverser d'un côté de la route et de l'autre côté. Et du coup, des passages comme celui-ci, il y en a qu'un? Non, il y en a environ tous les 40 mètres à peu près. D'accord, mais si le crapaud il arrive entre les deux passages, il fait comment? En fait, le crapaud, lui, par réflexe, dès qu'il va trouver un obstacle, il va longer d'un côté ou de l'autre. Donc forcément, s'il arrive au milieu, il va ou aller là-bas ou aller sur le prochain. D'accord, ok. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à voir le résultat. Hein. J'espère que voilà, ça va sauver quelques vies. Bon. Pour lutter contre la mortalité routière, le crapaud-duc est l'une des solutions possibles, mais coûteux, il ne peut pas être mis en place sur toutes les routes. Une autre solution consiste à fermer temporairement des routes pour éviter que les amphibiens se fassent écraser en période de migration. Dans plusieurs départements, bretons notamment, des expérimentations ont été conduites. Au printemps, sur les routes secondaires, et par temps doux et humide, on peut, en roulant moins vite, sauver les amphibiens en les évitant. Et pourquoi ne pas s'arrêter en sécurité pour prendre le temps de les observer? La fragmentation des habitats est un facteur majeur de régression. Au-delà des infrastructures linéaires, l'agriculture a sa part de responsabilité. Le système agricole conventionnel actuel ne prend que trop peu en compte la biodiversité, avec pour conséquence une défiguration progressive de nos campagnes, année après année. Les haies sont encore trop souvent arrachées ou diminuées pour agrandir les champs. Leur rôle est pourtant reconnu dans les agrosystèmes et les écosystèmes qui en dépendent. Des haies sont toujours replantées mais ont du mal à compenser les arrachages effectués. Une haie plantée ne compensera jamais une vieille haie surtalue avec plusieurs strates de végétation. À son échelle, chacun peut également agir chez lui. De petits gestes simples peuvent s'avérer être une très grande aide pour les amphibiens. À titre d'exemple, les grillages qui nous séparent de notre voisin peuvent être de véritables barrières infranchissables pour de nombreux animaux. Installer un grillage avec des grosses mailles ou faire des passages dans les grillages peuvent être une solution. Vous pouvez également laisser un petit endroit sauvage dans votre jardin avec de vieilles bûches ou des pierres. Car n'oublions pas que les amphibiens passent une partie de leur vie à terre. De plus, ce sera profitable pour de nombreuses espèces. La deuxième grande menace pour les amphibiens est la destruction d'habitats. Celle-ci peut être directe. En effet, il n'est pas rare de voir des particuliers ou des agriculteurs reboucher des mares, souvent dans l'ignorance de la vie qu'elles abritent. Une mare en moins, c'est un écosystème qui disparaît. Rappelons qu'en France, la destruction de la plupart des amphibiens est strictement interdite. Et pour certaines espèces, c'est l'habitat qui est également protégé. Dans ces cas-là, il est interdit de les reboucher. Certains agriculteurs et certaines collectivités prennent conscience que les mares sont essentielles. Ils investissent pour leur préservation et leur restauration. La dynamique naturelle d'une mare est de se fermer puis de se combler progressivement. La végétation rivulaire, notamment les arbres, participe à faire régresser petit à petit la végétation aquatique et semi-aquatique de milieux ouverts. La restauration peut dans certains cas être bénéfique, mais pas sans précaution. Il peut être envisagé de couper quelques arbres et de faire venir une pelle mécanique pour curer la mare. Quand cela est possible, il est conseillé de ne réaliser qu'un curage partiel.
La méthode peut paraître un peu brutale, mais elle est nécessaire pour conserver le fonctionnement de cet écosystème. Mais attention, il faut que ce soit à la bonne saison, c'est-à-dire idéalement septembre-octobre. Il est préférable de se faire conseiller par une structure environnementale compétente pour savoir s'il est vraiment nécessaire d'intervenir et se faire accompagner. Selon les cas, des procédures administratives spécifiques peuvent être demandées. Il ne faut pas oublier que ce sont les agriculteurs qui ont créé une grande partie de réseaux de mares présents dans nos campagnes. Ces pièces d'eau ont été créées pour servir d'abreuvoir au bétail. Leur maintien est encore souvent lié à l'activité d'élevage qu'il est important de faire perdurer. Au-delà de ces destructions visibles, d'autres actions pouvant paraître anodines ou sans lien direct, mais qui entraînent une destruction des amphibiens. Chaque année, partout en France, des terrains sont drainés, asséchant ainsi les sols et faisant progressivement disparaître les zones humides, perturbant ainsi des milieux essentiels à nos amphibiens. Les traitements épandus sur les cultures polluent également beaucoup d'écosystèmes, des sols aux nappes phréatiques en passant par les réseaux hydrographiques et les mares. Pour éviter ces perturbations chimiques, les techniques agricoles ainsi que les techniques culturales devraient changer. Le fait de désherber mécaniquement certaines cultures, comme les vignes, ou au contraire les laisser enherber, dans de nombreux cas, des compromis peuvent être trouvés afin que tout le monde soit gagnant. Pour le drainage comme les traitements, la destruction est progressive, mais les populations d'amphibiens régressent rapidement dans de nombreux secteurs. Par-dessus cela se rajoutent parfois les espèces exotiques envahissantes. Le myriophile du Brésil ou la jussie invasive sont parmi les nombreuses espèces de plantes introduites envahissantes. Le myriophile du Brésil est originaire, comme son nom l'indique, d'Amérique du Sud. Il s'est retrouvé dans la nature par l'intervention de l'homme, notamment via les bassins d'ornement et les aquariums. Vidanger ces milieux artificiels expose au risque de prolifération de ces espèces, parfois même des pathogènes invisibles comme certains champignons. D'autres plantes invasives, aujourd'hui très répandues dans beaucoup de zones humides, sont les jussies. Également originaires d'Amérique du Sud, elles prolifèrent très rapidement sur les milieux clos comme les mares et les étangs. Le myriophile, comme la jussie, sont des plantes qui peuvent proliférer très rapidement. Elles concurrencent les espèces locales et asphyxient progressivement le milieu, accélérant le comblement. Des espèces animales sont également exotiques envahissantes. Dans un milieu déjà fragilisé, elles viennent amplifier la fragmentation des populations d'amphibiens. Un mammifère bien connu, le ragondin, a également un impact. Il fragilise encore un peu plus l'écosystème de la mare. Il consomme beaucoup de végétation, déstabilise les berges et rend l'eau turbide. Les amphibiens peuvent également être exotiques envahissants. En France, il y a deux principales espèces connues, le xénope lisse et la grenouille taureau. Le xénope, originaire d'Afrique, a été amené en France pour être utilisé comme test de grossesse. Introduit dans le milieu dans les années 80, il a descendu plusieurs cours d'eau, se dispersant aujourd'hui sur les bassins de la Loire. Toutes ces espèces invasives, même si elles ne sont pas forcément les facteurs principaux de régression des amphibiens, viennent souvent finir de fragiliser des espèces grandement menacées par d'autres facteurs. Si vous avez des animaux en aquarium ou dans des bassins extérieurs, assurez-vous qu'ils soient hermétiques et ne libérez pas les individus dans la nature. Il ne faudrait pas que l'espèce invasive de demain soit chez vous aujourd'hui. Des poissons locaux comme exogènes peuvent également avoir un rôle destructeur pour la biodiversité dans un petit milieu clos comme les mares. Au-delà des gens avertis que nous sommes, la majorité de la population ignore les richesses et la diversité des mares. La sensibilisation est donc un levier essentiel pour que chacun découvre et se réapproprie ces milieux riches en vie. Et en fin de compte, c'est quoi ce C'est ce qui va permettre de distinguer monsieur ou madame en période de reproduction. Ça va être des espèces de crampons qui vont servir au mâle à agripper la femelle. Comme elle est toute gluante elle aussi, il faut qu'il puisse pour lui malaxer le ventre et pour que la poule sorte. Et voilà, qui s'accroche à elle. Et du coup, ce qu'on appelle les calosies. Des structures environnementales proches de chez vous organisent chaque année des sorties. Plus nous apprendrons à connaître ce qui nous entoure,
plus nous comprendrons le sens des équilibres naturels qui nous lient à cette biodiversité. À l'heure où nous voyons les études alarmantes sur la disparition de notre biodiversité locale, chacun doit prendre conscience que ses actions du quotidien peuvent lutter contre cette érosion. Des alternatives existent, il n'est jamais trop tard pour agir. Des gestes simples paraissent anodins, mais peuvent faire bouger les choses. C'est par exemple en privilégiant une alimentation de proximité, respectueuse de l'environnement, que l'on s'engage dans une gestion durable de nos milieux naturels.